Rédiger de la documentation est un travail intéressant mais fastidieux. Récemment, j'ai utilisé l'IA pour accélérer cette tâche et ça m'a appris beaucoup. Voici donc une méthode fiable pour utiliser ChatGPT efficacement dans des tâches de rédaction complexes. Parlons. La saison 8 de Parlons Design est sponsorisée par User Testing, la solution de test utilisateur faite pour les designers. Salut, c'est Romain, bienvenue dans Parlons Design pour discuter documentation aujourd'hui. Alors c'est clairement pas notre métier premier en tant que designer, pour autant à mon sens c'est quelque chose qui doit faire partie de notre scope, à minima on doit avoir un œil là-dessus. La documentation peut avoir plein d'usages différents, il y a la documentation produit qui a pour but d'accompagner les clients les plus avancés ou les moins technophiles dans l'usage d'un produit numérique. Il y a également la documentation technique qui a plutôt pour but d'accompagner l'utilisateur dans la compréhension profonde du produit. Donc là, on va plutôt être pour des plateformes B2B en général. Et il y a toute la documentation qu'on peut appeler de support qui va permettre d'accompagner les clients dans les cas d'erreur, les situations imprévues, etc., etc. Alors, forcément, en tant que designer, on va avoir ce réflexe un petit peu dans un monde idéal, il ne devrait pas y avoir besoin de documentation du tout. L'interface devrait être si intuitive, nous guider dans les moindres cas d'erreur et situations imprévues. Et je suis plutôt d'accord avec cette philosophie. La documentation, ça doit être un extrême recours de fin de chaîne. Pour autant, je vais aussi avoir cette réponse qui est que ne pas offrir de documentation dans une expérience qu'il nécessite, ça va être encore pire que de ne pas avoir proposé de documentation. Donc, je préfère rédiger de la documentation la plus simple possible, la plus compréhensible possible, qui va permettre de gérer ces edge cases les plus spécifiques, plutôt que de me conforter dans un monde où je vais me permettre de croire que mon interface est absolument parfaite et que même dans les cas d'erreur les plus précis, ce sera bien géré, et de ne pas proposer du tout de documentation aux clients. Donc, malheureusement, des fois, oui, il faut rédiger de la documentation, ça peut avoir du sens. Et dans ce cas-là, le designer, s'il n'est pas forcément l'honneur de ce projet de rédaction de la documentation, je trouve que c'est important qu'on y garde un œil parce que c'est une partie du tone of voice envers le client. C'est aussi des compétences que normalement on possède, voilà, de savoir parler de la bonne manière au client en organisant bien les mots, en lui donnant le modèle mental de l'interface, en lui donnant le contexte nécessaire pour qu'il puisse se débloquer et avancer avec le produit. Et donc, c'est complètement quelque chose auquel on peut participer. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est justement comment récemment j'ai rédigé de la documentation en m'appuyant sur des outils d'intelligence artificielle, bêtement ChatGPT ou Claude, parce que en fait on entend parler d'IA partout, tout le temps, comme quoi c'est censé être magique, et en fait si on regarde dans les use cases concrets, on se rend compte qu'il y a pas énormément de choses qui sont exploitées de manière concrète et intéressante. Et là, sur ce projet-là en question, j'ai bien taffé le truc pour le rendre puissant, on va dire. Et du coup, je voulais vous partager tout simplement cette histoire. Alors, pour le contexte, j'ai eu besoin de documenter une fonctionnalité assez complexe dans un produit B2B. C'était un produit qui permettait d'exporter de la donnée. C'est un produit assez technique avec beaucoup de variables que le client peut choisir d'exporter. Et donc, forcément, quand j'allais commencer ce projet-là, je me suis dit, là, il y a clairement un truc à faire avec l'intelligence artificielle qui peut m'aider à aller plus vite et à être plus consistant dans la manière dont je vais rédiger la description et les explications de l'ensemble de ces variables. Alors, la solution A qui vient tout de suite en tête, c'est de se dire, on va donner la longue liste de variables à ChatGPT et on lui demandait de rédiger de la doc. Bon, j'ai essayé rapidement, histoire de, bien évidemment, le résultat était médiocre. Parce que l'intelligence artificielle, c'est comme à peu près n'importe quel outil, si on lui donne une mauvaise entrée, on va avoir une mauvaise sortie, un mauvais résultat derrière. Et au lieu de ça, j'ai un peu plus pris le temps de travailler ça, et au final, ça m'a permis de gagner énormément de temps. Je vous raconte comment.
L'idée, c'est d'ailleurs une idée qu'on va pouvoir exploiter dans plein d'autres contextes, hein, c'est d'exploiter les Large Language Models, donc ChatGPT, Claude ou Gemini, comme un outil, et non pas comme une machine à réponse absolue. Et là, dans ce cas-là, un outil qui allait m'aider à documenter des centaines de variables. Donc, je commençais avec un problème simple, j'ai des noms de variables et je veux des descriptions de ces variables qui vont être le plus complet possible pour que les clients soient en capacité d'avoir ce détail de cette variable correspond à quoi précisément, de quelle façon c'est calculé, et du coup, qu'est-ce que je peux venir en tirer dans mon export. La première chose que j'ai commencé à faire, c'est à définir des règles du jeu. Qu'est-ce que c'est une bonne définition pour une variable? Alors, une bonne définition, déjà, ça va commencer par qu'est-ce que c'est un bon nom de variable. Donc, avec de la recherche, en faisant des tests, j'ai défini qu'un bon nom de variable, il contenait toujours un nom, forcément, de la métrique de la donnée qui était agrégée, un opérateur qui indiquait de quelle manière la donnée était agrégée. Est-ce que c'était une somme? Est-ce que c'était une division? Est-ce que c'était un pourcentage? Est-ce que c'était une liste? Et enfin, une troisième règle qui était se dire, il faut qu'un bon nom de variable, je préfère qu'il soit trop long plutôt que pas assez clair. Et donc, avec ces 3 règles du jeu-là, j'ai pu m'assurer que déjà le nom initial de mes variables correspondait à un pattern cohérent et récurrent qui allait simplifier la lecture de mes utilisateurs. Et derrière, qu'est-ce que c'est une bonne définition? Une définition, c'est quelque chose qui va venir paraphraser le nom de la variable tout en restant exactement fidèle à ce qu'elle représente, afin de permettre un autre point de vue d'interprétation, qui va venir éclaircir les points de doute ou les points de stress qui peuvent apparaître liés à cette variable, et qui va potentiellement expliquer des cas d'usage de cette variable. Donc là, on avait les règles du jeu. Ça permettait déjà pour moi de cadrer qu'est-ce que j'attendais en tant que résultat final et de donner des règles un petit peu génériques que j'allais pouvoir exploiter, mais que d'autres collègues auraient pu exploiter ou potentiellement qu'une intelligence artificielle allait pouvoir exploiter. Une fois que j'avais ces règles, pareil, j'aurais pu me lancer directement tout ça dans ChatGPT, mais j'ai préféré rajouter une étape, qui est j'ai créé des exemples avec ces règles. J'ai pris les 6 ou 7 premières variables et j'ai rédigé à la main les définitions de ces variables. Quel est l'intérêt de faire ça? Le premier intérêt, c'est de tester soi-même ces règles. Est-ce que mes règles sont suffisantes? Est-ce que mes règles répondent vraiment à l'usage? Et est-ce que la définition que je vais rédiger en écoutant ces règles va être de bonne qualité? Et le deuxième usage, c'est de préparer des exemples qu'on va pouvoir fournir à l'IA pour améliorer la qualité des résultats. Donc une fois que j'avais ces 6-7 variables bien rédigées avec leur définition, là, je suis passé à l'étape d'exploiter l'intelligence artificielle pour documenter les 90 autres variables. Donc j'ai fait un prompt qui comprenait forcément, premièrement, mes règles. Ça va être le contexte qu'on va donner au modèle de langage pour qu'il puisse générer des noms de description qui correspondent aux règles qu'on avait définies. Ensuite, je lui ai donné les exemples. Je lui ai dit, voilà, 6 métriques que j'ai définies, telle variable, telle description, telle variable, telle description, telle variable, telle description. C'est ce qu'on appelle du few shots prompting. On va lui donner des exemples sous le même exact format que les résultats qu'on va vouloir avoir. Et derrière, je lui ai demandé de me générer les descriptions pour les 90 variables suivantes en lui donnant le nom des 90 variables. Et là, le gros travail a été fait. La magie, on va dire, en tout cas, l'aspect qui semble très magique dans ce genre de technologie a opéré et m'a généré 90 descriptions de variables de très bonne qualité. Vraiment des résultats que j'ai pu entièrement exploiter. Parce que j'avais fait ce travail de générer un contexte complet grâce aux règles, de générer des exemples qui ont permis derrière de standardiser la qualité de la génération. Mais pour autant, ça n'a pas enlevé une étape essentielle qui est la relecture manuelle de l'ensemble des résultats. Donc, ligne après ligne, j'ai été lire le nom de ma variable, la description, m'assurer que les règles que j'avais définies avaient bien été suivies et la qualité des descriptions générées. Ce que j'ai pu m'apercevoir à ce moment-là, c'est qu'il y avait 3 types de réponses possibles pour chacune des variables en termes de qualité de la description générée. Il y en avait qui étaient tout simplement tout à fait qualitatifs, tout à fait exploitables, que j'ai quasiment pas retravaillé, voire pas travaillé du tout.
Il y avait certaines descriptions qui n'étaient pas qualitatives par manque de contexte. Typiquement, ça utilisait des termes très spécifiques à notre produit, ou ça faisait des relations à des fonctionnalités spécifiques du produit qui n'étaient pas mentionnées dans le contexte que j'avais donné à ChatGPT. Donc dans ces cas-là, je l'ai forcément réécrit un petit peu à la main pour que ça fitte avec notre usage. Et enfin, le troisième output, et lui je m'y attendais pas du tout, et finalement il a été très intéressant, c'est les descriptions qui n'étaient pas de bonne qualité, car la donnée initiale n'était pas claire. La donnée initiale étant le nom de la variable, et des fois ça générait des descriptions qui finalement quand je le rapprochais du nom de la variable paraissaient tout à fait cohérentes, mais n'étaient pas ce que représentait réellement la variable. Et en fait là, ça a été l'occasion pour moi de remettre en question le nom initial de la variable, de se dire, mais si en fait quand on demande à un modèle de langage qui sont des modèles statistiques, donc ils vont répondre ce qui est le plus probable finalement, de décrire une variable et qui me le décrit mal, c'est probablement que le nom de la variable elle-même ne décrit pas bien ce qu'elle représente. Donc ça m'a permis de rechallenger directement le nom de la variable et derrière de régénérer une description qui cette fois-ci correspondait au mieux à ce que représentait cette variable. Donc, on peut, en plus, comme ça, tirer plusieurs interprétations de la qualité des résultats générés. Et clairement, c'est un usage de l'IA qui m'a fait gagner énormément de temps parce que c'est un travail fastidieux de générer des descriptions comme ça de variables. C'est aussi un travail pendant lequel souvent on va un petit peu dériver et perdre en qualité à travers les répétitions, perdre en cohérence à travers les répétitions, alors que là, on lui a donné un modèle, il nous a généré quelque chose de très 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 cohérent et ensuite on vient faire son npicking à la main pour finaliser, ajuster et s'assurer de la qualité des résultats. Bref, en ce moment on parle beaucoup d'IA partout et on parle rarement de cas concrets au-dessus de la simple réponse approximative des modèles de langage. C'était l'occasion de partager ça avec vous, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a intrigué. Clairement, en travaillant bien ses prompts, en donnant un bon contexte, en utilisant le few shots prompting lorsque c'est nécessaire, on peut grandement améliorer la qualité des résultats générés par ChatGPT, Claude ou Gemini et en tirer beaucoup plus de valeur. Pour autant, quelques astuces que j'aimerais vous partager, en tout cas une philosophie plus ou moins, c'est dans ma pratique, dans mon usage de l'intelligence artificielle, j'essaye au maximum de l'utiliser pour combler les endroits où j'apporte peu de valeur, mais qui me coûtent du temps. L'idée, c'est pas du tout de remplacer les choses dans lesquelles je vais essayer d'être expert, mais plutôt remplacer les choses où je n'aurai pas vraiment de plus-value, d'expertise particulière sur le sujet, qui vont me coûter du temps et qui vont apporter peu de valeur finalement à l'utilisateur final. Et c'est ça où on a tout intérêt à faire levier finalement sur ces technologies qui permettent de générer un résultat très rapidement de qualité bonne, sans être excellente, mais de qualité bonne et qui remplit le taf efficacement. Également, prendre le temps d'apprendre un petit peu les techniques de prompt pour améliorer la qualité des résultats, c'est très efficace. Donc comment définir un bon contexte pour un large language model, cette technique dont on a discuté du few shots prompting, où on va lui donner des exemples afin qu'il génère des résultats suivant ces exemples-là, c'est des techniques qui marchent très bien et qui permettent en un instant de passer d'un résultat médiocre ou moyen à un résultat bon, voire très bon. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, en tout cas pour moi ça a été un plaisir de vous partager ce use case réel. Il y a plein de sujets hors intelligence artificielle à venir, je trouve que j'en ai un petit peu trop parlé ces dernières semaines, donc on va revenir sur des sujets design plus traditionnels je pense. En tout cas, pensez à vous abonner au podcast, également si vous voulez des articles ou des contenus sélectionnés à la main sur le sujet du design, j'ai une newsletter qui s'appelle Partageons Design, gratuite, disponible en description. J'ai vu l'autre jour que vous étiez plus de 250 à la suivre et à la recevoir toutes les semaines. Donc ravi que ça vous plaise. C'est vraiment juste les meilleurs contenus design sur lesquels je tombe. Je vous les repartage et comme ça vous pouvez vous faire une veille hyper simplifiée grâce à ça. Donc c'est Partageons Design et le lien est en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design.